Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler de sécurité et technologie dans quelques secondes, mais tout de suite, les brefs de la semaine avec l'ACA de Nancy qui répond à une question. Est-ce qu'un témoin peut être entendu par un conseil de discipline alors que l'agent poursuivi n'est pas là? Oui, sous quelques conditions, nous dit le juge. En matière de contrat, la CA de Versailles estime qu'on peut bien engager la responsabilité de l'État quand il est maître d'ouvrage, maître d'œuvre, mais seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être mise en cause en cette deuxième qualité de maître d'œuvre. En matière d'environnement, le Conseil d'État nous dit que l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties n'exonère pas de TOM, en l'occurrence des bâtiments hospitaliers, et avec, dans certains cas, des biens plus facilement imposables à la TOM qu'on ne le croit. Environnement toujours, vous savez qu'il y a un certain nombre de règles sur le fait qu'on va faire du reporting sur les projections des émulsions de polluants atmosphériques. Et ben on va plus faire un cocktail de l'ensemble, on va devoir bien ventiler un certain nombre de sources désormais. Et puis les régimes des SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, voient leur cadre, y compris donc processuel, création et un certain nombre et révision et un certain nombre d'autres éléments modifiés par décret. En matière d'urbanisme, vous savez qu'on a eu un fort développement du droit à rester silencieux et l'obligation que l'on a, sauf à vicier sa procédure, de dire à la personne éventuellement poursuivie qu'elle a le droit de se taire. Eh bien, ceci s'applique dans un certain nombre de cadres qui sont directement sanctionnateurs ou qui vont glisser vers des sanctions, mais pas tout le temps quand on en est vraiment aux étapes préliminaires. Eh bien, quand on est dans les constats d'infraction en droit de l'urbanisme, on n'a pas cette obligation de signaler à la personne qu'elle a le droit de rester silencieuse. Et Conseil d'État toujours pour nous dire à partir de quand une délibération instituant le droit de préemption urbain devient exécutoire. En matière de mobilité, on aura un opérateur unique pour l'encadrement des transmissions d'informations pour les amendes, avec des règles évidemment en matière de liberté qui sont fixées par un décret et un arrêté dans le cadre d'un dispositif prévu par un article législatif du Code des transports. Et puis, feu vert pour les clignotants et les feux stop et deux, trois autres choses pour les vélos et les engins de déplacement personnel motorisés. En matière d'incendie secours, là aussi, deux informations. Un décret qui modifie énormément de choses sur les sapeurs-pompiers volontaires et un arrêté, sur les tenues, uniformes, équipements et insignes. En matière de sécurité, un gros décret a été pris le 4 décembre sur énormément de choses sur les polices municipales et les gardes champêtres, les brigades cynophiles, etc. En matière d'élection, là aussi, deux actualités. Pour les communes de moins de 1000 habitants, si j'ai des gens qui ne sont pas élus au premier tour parce qu'ils n'ont pas un quart des inscrits sur leur nom, eh ben, il y a un deuxième tour. Oui, mais si le nombre de personnes concernées au premier tour ne dépasse pas le nombre de gens au second tour, on pourrait se dire qu'il est inutile de faire cette élection. Maintenant que depuis 11 ans, on n'a plus la possibilité d'arriver au deuxième tour ou de désigner quelqu'un qui n'était pas candidat. Eh ben, si quand même, il faut qu'il y ait un second tour, nous dit le Conseil d'État. Et à quelle date apprécier l'inéligibilité d'un suivant de liste? Eh ben, au jour de son inscription au tableau, nous dit le Conseil d'État toujours. Et puis il y a les mini-brèves. Il y en a beaucoup, n'hésitez pas à mettre sur pause. Que voici. Et que voilà. Et que voici encore. Et que voilà enfin. Et passons à notre grand dossier, sécurité et technologie. La première des technologies à laquelle on va penser en matière de sécurité, technologie un peu nouvelle, entre guillemets, ce sont les drones. Il y a eu beaucoup de débats. Mais bon, depuis une loi de 2022, toute une série de décrets que voici, une décision du Conseil constitutionnel, il y en a plusieurs en fait, mais surtout celle de 2023 que voilà, et beaucoup de décisions de justice, le cadre est clair. Oui, il est clair pour l'État. Mais pour les collectivités territoriales, on continue à ne pas avoir de cadre le permettant, même si les drones sont utilisés dans certains cadres, j'en pense notamment aux questions fiscales, mais c'est un autre cadre. Il y a également la vidéosurveillance ou vidéoprotection algorithmique ou intelligente, VSA. Oui, très bien. Simplement, on a un cadre juridique. On en a eu un cadre juridique assez précis pour les JO, qui a servi un petit peu de test.
La reconnaissance faciale est interdite, mais la possession du logiciel correspondant n'est pas illégale si cette fonction est désactivée, nous a dit le juge. Certaines fonctions sont discutées, research, review, respond, etc., sont envisageables dans certains cas, mais, nous dit le juge en référé liberté, mais faut qu'on puisse prouver qu'on ne les utilise pas en temps réel. Vous savez qu'on va pouvoir identifier, par exemple sur des images de vidéosurveillance, que tel ou tel mouvement de foule peut basculer facilement vers une émeute ou des débordements à tel endroit, que telle ou telle personne a une gestuelle qui tout d'un coup ressemble à celle d'un pickpocket. Mais tout ça, on ne peut l'utiliser qu'après pour la phase police judiciaire ou pour des fins de statistiques, mais pas immédiatement. Alors c'est vrai qu'on peut penser à Minority Report, on peut aussi penser que ça peut être utile. C'est un grave et lourd sujet. Sur la reconnaissance faciale, beaucoup de choses ont été dites, notamment par le Conseil d'État le 4 novembre 2020. Mais bon, on a un cadre à tout le moins extrêmement limité, et c'est encore peut-être plus le cas pour les caméras thermiques. Sauf, encore une fois, tout ceci quand on glisse après coup vers le judiciaire pour un certain nombre de choses. Quant aux caméras piétons, elles sont surtout des éléments de justification et ne vont pas très loin dans l'usage qui peut en être fait, etc., etc. On pourrait parler des questions notamment de dispositifs d'identification sonore et autres. Sur tout ceci, je vais vous poser des questions à M. Cédric Renaud, qui était président de l'Association nationale des 4 territoires de sécurité. Il en est aujourd'hui le président d'honneur, et qui est secrétaire général de CFTC, Police Municipale Sécurité Prévention Territoriale. Ce secrétaire général, bonjour. Bonjour. La première question, quelles sont les attentes du terrain dans le monde des policiers municipaux, voire des gardes champêtres ? Alors paradoxalement, ces attentes sont assez difficiles à identifier quand on va sonder les élus, les techniciens. La vidéo est un outil qui paradoxalement est bien connu, mais qui peut être assez mal utilisé. On va installer des caméras plutôt pour répondre à un groupe d'habitants, plutôt pour répondre à un fait ponctuel. Et je dois bien reconnaître, et c'est un peu décevant, que le travail préparatoire est très souvent décevant dans sa profondeur et dans son étendue, dans son étude technique. Principalement, on peut regrouper les attentes quand elles sont exprimées dans 2 grands groupes assez classiques. Le premier groupe, c'est la dissuasion, c'est-à-dire une annonce large par les panneaux réglementaires d'une présence de vidéoprotection qui a pour objet d'écarter les comportements antisociaux de certains lieux, certains quartiers, certaines rues, etc. Et le deuxième, il n'est pas dans la mission des collectivités territoriales et c'est pour ça qu'il est assez étonnant, c'est la police judiciaire avec la recherche des infractions, la recherche des preuves et l'identification des auteurs. Mais les besoins sont conséquents, je crois. Par exemple, pour les agents qui sont devant 6 ou 7 caméras en CSDU. Oui, alors c'est vrai que la plupart des gens considèrent que le travail d'opérateur de vidéoprotection aujourd'hui se résume à regarder la télé. C'est heureusement ou malheureusement bien plus compliqué que ça. Déjà, c'est un travail qui est extrêmement pénible. On considère qu'un agent ne peut surveiller efficacement que 7 caméras. 7 caméras pendant une durée de 2 à 3 heures, ce qui est déjà particulièrement long, de maintenir une attention, de piloter des caméras dans un milieu fermé, puisque les centres de supervision urbains sont fermés, avec un air régulé, etc., de façon à soit guider les équipages, soit à détecter des comportements. Et puis, ça demande une technicité de plus en plus avancée. Piloter une caméra, ce n'est pas un jeu vidéo. On monte aujourd'hui, on organise des patrouilles de vidéoprotection, c'est-à-dire qu'on va discuter avec des chefs de groupe à la manière de policiers municipaux ou de gardes champêtres de terrain, de recherche qu'on va faire en dehors de mission. Et ce rôle d'opérateur de vidéoprotection, il inclut donc une pénibilité très particulière, un savoir-faire technique et une maîtrise du cadre juridique sur l'accès aux images et l'extraction qui est aujourd'hui indispensable. Avez-vous d'autres expériences en matière de blocage, drone, détection d'anomalies sonores ? Oui, tout à fait. Il existe aujourd'hui des blocages qui sont liés à la protection des données personnelles. Plusieurs dispositifs de pilotage de drones à distance ou de détection d'anormalités sur la voie publique à partir de sons ont été retoqués par la CNIL. La CNIL développe au fur et à mesure sa jurisprudence. Elle était assez peu abondante il y a encore une dizaine d'années, par exemple sur les sons captés dans la rue. La CNIL a considéré qu'à partir du moment où un son était capté et transformé, y compris en onde électrique, même si cette onde électrique n'est pas enregistrée,
Il y a donc traitement de données et donc application du RGPD et de sa réglementation, ce qui pose de vraies difficultés pour les demandes d'accès et de modification. Et à ce stade, quels sont les principaux blocages juridiques ? Pour le moment, le blocage se situe principalement sur l'exploitation des images. On a franchi un grand pas avec l'accès de ces images ouvert aux policiers municipaux et aux agents de vidéoprotection dûment agréés par le préfet. Ce qui veut dire que maintenant, on peut faire ce qu'on appelle dans le jargon des relectures, c'est-à-dire revenir dans le temps, ce qui n'était possible ou toléré par les parquets que dans le temps de la flagrance jusqu'à présent. Mais se pose aujourd'hui le problème de l'exploitation. On multiplie les caméras sur la voie publique, on multiplie donc les heures d'image, et si un comportement asocial ou si une preuve n'est pas détectée en temps réel, ils font donc entamer une recherche. Cette recherche, aujourd'hui, elle n'est assistée pratiquement par aucun outil, puisque la CNIL ne permet pas, enfin la réglementation sur la protection des données ne permet pas un accès à un quelconque fichier pour une identification faciale. Voilà, on a quelques recherches par mots-clés, donc on balbutie, mais très clairement, la matière gagnerait à plus de clarté pour que les industriels et les collectivités puissent développer leurs outils. Et quel est l'état des réflexions dans le monde de la sécurité publique territoriale? Quelles sont les propositions faites? Je crois que votre proposition personnelle est qu'il ne faille pas systématiquement opposer liberté publique et sécurité, car dans certains cas, ces outils peuvent également étendre certaines libertés publiques. C'est cela ? Oui, c'est vrai qu'on considère souvent la vidéo intelligente comme étant systématiquement et par principe attentatoire aux libertés publiques. Pour ma part, alors c'est une position personnelle, mais que je tends à diffuser, j'ai une position un petit peu différente, c'est-à-dire que la vidéo intelligente, elle peut aussi être garante de l'exercice des droits, notamment du droit d'accès, de la demande de modification qui sont portées par le RGPD. Il faut bien voir que quand aujourd'hui un administré fait une demande d'accès à des images de vidéoprotection, il y a forcément derrière un opérateur qui va rechercher les différentes images avec un risque d'erreur qui est relativement important, et il est exponentiellement plus important que le nombre de caméras est important et que les images sont modifiées par exemple avec des caméras qui pivotent. Donc la vidéo intelligence pourrait permettre d'effacer par exemple à la demande d'un riverain ces images dans la vidéoprotection. Mais la réflexion elle part en fait d'un constat, c'est un constat un peu malheureux d'un effet ciseau qui se resserre petit à petit. On pose chaque année sur la voie publique de plus en plus de caméras de voie publique, de vidéoprotection. Et je n'évoque même pas ici la vidéosurveillance privée qui relève d'un autre cadre légal mais qui pourrait aussi être concernée par ces outils. Et en parallèle, les collectivités territoriales, à l'exception notable de la préfecture de police de Paris, sont les seules en France à exploiter des systèmes de vidéoprotection de voie publique. Leur budget de masse salariale est déjà assez important, on le leur reproche régulièrement, et il est donc assez peu probable qu'elles doivent l'augmenter en conséquence, ou en tout cas suffisamment pour qu'on puisse mettre un humain derrière chaque caméra, ou en tout cas derrière chaque groupe de 7 caméras. Il va donc falloir trouver une solution pour que l'exploitation humaine reste présente, mais elle soit aidée dans le respect des libertés publiques, mais ça ne pourra pas durer extrêmement plus longtemps à ce rythme-là. Bien, monsieur le secrétaire général, merci, au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.